Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour Bernard. Olivier Véran et Bruno Le Maire étaient ensemble hier à la conférence de presse hebdomadaire sur le Covid. Alors c'est une première depuis le début de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a un message caché dans cette affiche? Oui, même message visible, un message de cohérence, tardif mais bienvenu. Le ministre de la Santé et le ministre de l'économie, ça signifie qu'il n'y a pas à choisir entre combattre le virus et relancer l'économie, mais qu'il faut faire les deux à la fois. Alors, ça peut sembler une évidence, mais dans les faits, ça ne va pas de soi, et les mois écoulés le montrent. Et s'il suffit de prendre le cas de la fermeture des bars ou des restaurants pour comprendre que la logique sanitaire et la logique économique peuvent être antinomiques. Alors, si on voulait simplifier au maximum, disons qu'il y a eu la phase quoi qu'il en coûte, celle où l'on a mis l'économie dans sa totalité à l'arrêt pour éviter la propagation du virus. Et puis il y a eu la phase plan de relance, où il fallait au contraire reprendre le plus vite une vie normale pour faire repartir l'économie, pour éviter donc les faillites et les plans sociaux. Et maintenant qu'on est dans la deuxième vague de virus et que les admissions en réanimation repartent à la hausse, eh bien on voit que le gouvernement reprend des mesures de protection sanitaire, mais qui peuvent sembler casser les jambes de la relance et qui n'ont pas été toujours prises dans la concertation. Songez par exemple que le ministre des PME a appris devant sa télévision la fermeture à Marseille des restaurants et des bars, lesquels relèvent de sa compétence. Et donc lorsque deux impératifs entrent en conflit, eh bien on ne sait pas qui croire, on ne sait plus à qui faire confiance. D'où cette conférence de presse commune Olivier Véran, Bruno Le Maire, pour montrer que réponse sanitaire et réponse économique sont, comme l'a dit le ministre de la Santé, les deux faces d'une même médaille. Les mesures de restriction concernent désormais à partir de demain Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Lille. Est-ce que selon vous, elles vont être aussi mal accueillies qu'elles l'ont été dans la métropole ex-Marseille? Écoutez, des décisions de fermeture ou des protocoles plus contraignants, par définition, ça ne fait jamais plaisir. Mais cette fois, vous n'entendez pas de fronde d'élus. Non. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le gouvernement a quand même tiré les leçons de son erreur de la méthode sur Marseille. Cette fois, les élus, les maires, ont été consultés, informés, associés, notamment par Jean Castex qui les a prévenus directement. Quand on met les formes, ça passe mieux, c'est aussi simple que cela. Des maires contournés et mis devant le fait accompli, ça rue dans les brancards, mais des maires mis dans le coup, eh bien, ils jouent le jeu. Merci beaucoup Guillaume Tabar, éditorialiste politique du Figaro, du lundi au vendredi sur Radio Classique à cette heure-ci. Merci Guillaume, bon week-end, vous serez là lundi matin. Lundi. Bien sûr, sur l'antenne. Il est 8h16 exactement, c'est l'heure de notre invité politique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Et cette invitée, c'est Marlène Schiappa, donc qui est la ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Elle est avec nous en studio. Madame Schiappa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le prétexte de votre invitation, en fait, c'est que vous avez sorti un livre chez Grasset qui s'appelle Entre toutes les femmes. Je le montre à la caméra puisque nous sommes filmés. En fait, c'est le récit de 11 rencontres que vous qualifiez d'exceptionnelles, que vous avez faites avec des femmes. Alors, ce livre, je l'ai parcouru, c'est très bien parce que c'est vrai que ce sont des femmes exceptionnelles. Elles ont un parcours tout à fait exceptionnel. Je laisse aux auditeurs le soin de découvrir ce livre s'ils le souhaitent en tout cas. Mais justement, dans l'actualité, il y a plein de femmes. Vous avez beaucoup d'actualités, il se trouve. Par exemple, moi je note que dans l'actualité, il y a 3 femmes qui sont en première ligne. Il y aura une femme présidente de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Ce sera soit une sud-coréenne, soit une nigériane. Il y aura bientôt une femme présidente de la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement. Ce sera une française. Ça doit vous ravir, non, j'imagine? Ce que j'observe, c'est qu'il y a effectivement davantage de femmes qui prennent des responsabilités, mais je trouve que c'est la moindre des choses qu'elles ne soient plus. L'idée, c'est pas de nommer des femmes parce qu'elles sont des femmes, mais l'idée, c'est que pas de discrimination positive. Non, mais pas de discrimination tout court non plus. Donc l'idée, c'est que pendant très longtemps, les femmes n'ont pas été nommées parce qu'elles sont des femmes. Maintenant, c'est bien qu'on nomme les personnes pour leurs compétences et qu'on découvre aussi parfois que des femmes peuvent avoir des talents, y compris dans des secteurs financiers ou des secteurs réputés plus masculins. Marlène Schiappa, ça tombe bien que vous soyez là parce que dans l'actualité aussi, il y a des personnages tout à fait étonnants dans le monde féminin. Par exemple, il y a une certaine Alice Coffin qui est élue écologiste de la mairie de Paris, donc qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Le génie lesbien et qui vient d'être virée hier de la Cato où elle enseignait.
Vous la connaissez, cette jeune femme, et si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi par rapport à son combat politique, j'entends? Alors, moi, je connais Alice Coffin puisqu'elle a des responsabilités dans des organisations de défense des femmes lesbiennes. Donc, je l'ai déjà rencontrée, j'ai déjà participé à des réunions avec elle, absolument. Moi, d'abord, je voudrais commencer par dire que je cautionne pas le harcèlement dont elle est victime sur les réseaux sociaux, parce que je crois qu'on peut être en désaccord avec des gens et néanmoins parler calmement. C'est ce qu'on fait dans l'Express cette semaine avec Rokhaya Diallo. On est d'accord sur assez peu de choses, finalement, mais on a décidé d'en débattre sans s'insulter et dans le plus grand des calmes. Mais en ce qui concerne Alice Coffin, moi j'ai une divergence sur la solution à apporter aux inégalités entre les femmes et les hommes. Alice Coffin, quand elle dit que la solution c'est éliminer les hommes du paysage, etc. C'est la guerre. Oui, mais c'est une forme d'apartheid, si vous voulez, ce qu'elle réclame. Moi, je suis évidemment opposée à ça. Le féminisme, pour moi, c'est demander que les femmes ne soient pas assignées à leur genre. Ce n'est pas assigner les hommes à leur genre et dire parce que vous êtes en face de moi, vous êtes un homme, tout ce que vous allez dire est forcément mauvais, doit forcément être invalidé et je ne veux pas parler avec vous parce que vous êtes un homme. C'est exactement ce qu'on reproche aux hommes d'avoir fait, à certains hommes, d'avoir fait pendant très longtemps. C'est une forme d'apartheid. Le projet de la République, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire de partager femmes et hommes indifféremment un même espace de travail, de discussion, de débat, de vie, de transport, de loisirs. Marlène Schiappa, l'Assemblée nationale a rallongé de 2 semaines le délai maximum d'intervention donc d'IVG. Est-ce que vous vous en félicitez alors qu'il y a une vraie question de société et d'humanité derrière ça? 2 choses. D'abord, je comprends vraiment le débat qui est posé et je comprends que beaucoup de femmes nous disent qu'elles sont dans une grande détresse parce qu'elles sont obligées d'aller à l'étranger pour avorter. Maintenant, pourquoi les femmes doivent attendre jusqu'à 14 semaines? Pourquoi certaines se retrouvent dans cette situation? C'est parce qu'il y a un défaut de maillage territorial pour avoir un bon accès à l'IVG. Donc, à mon sens, au-delà de allonger ou pas allonger les 2 semaines, maintenant ça a été voté, à mon sens, l'enjeu, c'est vraiment... l'accès géographique. Exactement. Et comment, dès les premières semaines, le plus tôt possible, une femme peut avoir rapidement un rendez-vous sans être repoussée. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Hier, quel que soit l'avis qu'on a sur l'allongement de l'IVG ou pas, hier, dans l'hémicycle, on a entendu quand même des femmes députées courageuses parler de l'expérience qu'elles avaient elles-mêmes vécue en ayant accès à l'avortement. Et ça, je crois que c'est aussi apporté par la féminisation de l'Assemblée et c'est à saluer. Et les médecins qui disent moi, il n'est pas question que je pratique une IVG à 14 semaines, l'embryon est trop formé, etc. Ils ont le droit? Ils en ont le droit. Il y a une clause de conscience, comme pour tout acte médical. Il faut leur reconnaître cette clause. Certains voudraient la faire sauter. Non, l'enjeu, c'est la double clause de conscience. En fait, pour tout acte médical, il y a une clause de conscience. Pour l'IVG, il y avait une double clause de conscience. Une clause de conscience simple suffit. Mais vous avez raison de pointer le doigt sur ce sujet parce que c'est ça l'enjeu. C'est comment on donne envie à des gens de devenir gynécologues et comment on fait en sorte, pour le bien de tous, que l'IVG, on puisse y avoir accès dès le début de la grossesse le plus tôt possible. Madame Schiappa, Gérald Darmanin dans le Figaro ce matin dit il faut absolument rendre obligatoire la prise d'empreinte, empreinte donc de doigts, pour faciliter l'identification de ceux qu'il appelle les vrais mineurs. On l'a vu dans l'attaque au hachoir de la rue Nicolas Appert il y a quelques jours. On a pensé qu'il était mineur, le gars en fait il avait 25 ans, etc. Il faut faire ça, absolument. Mais en fait, c'est un pour tous ces mineurs là qui traînent dans les rues isolés. C'est un sujet très délicat parce que ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez du déclaratif. Et donc, on peut, une des réponses qui est proposée, c'est le test osseux. Le test osseux, il fonctionne pour savoir est-ce que le jeune a 14 ans ou 34 ans. Là, vous faites un test osseux, vous avez une fourchette. Mais pour savoir si le jeune a 17 ans ou 21 ans, le test osseux, il fonctionne assez rarement. En réalité, il peut être contesté. Et le doute profite à la personne qui va contester. Donc, il n'est pas extraordinairement fiable. Donc, effectivement, la prise d'empreinte, elle permet quoi? Elle permet d'avoir un partage avec l'ensemble des autres pays et d'avoir accès à une identité pour savoir fichier, en fait. Exactement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour les personnes qui sont des demandeurs d'asile pour voir s'ils ont déjà déposé des dossiers ailleurs dans d'autres pays et connecter les fichiers entre eux. Donc oui, c'est une solution qui me semble respectueuse et qui permettra de faire respecter le droit. Pourquoi? Pas parce qu'on veut pas accueillir les mineurs, au contraire, parce qu'on veut faire la distinction entre accueillir les vrais mineurs. Exactement, entre les faux mineurs qui prennent entre guillemets la place avec beaucoup de guillemets de vrais mineurs qu'on devrait pouvoir protéger et qu'on ne peut parfois pas parce que d'autres qui sont plus âgés ont pris ces places-là. Et à ce micro, hier matin, Valérie Pécresse disait écoutez, il faut absolument que sur les passes Navigo, désormais, il y ait des vraies photos d'identité, pas des photos avec un voile, un béret, une casquette, je sais pas quoi, parce que sinon on peut pas lutter contre la fraude. Exact? Ça c'est déjà la règle. Elle dit mais il faut que monsieur Darmanin prenne un décret. Oui, alors après chacun a les compétences qu'il a. La présidente de la région, je comprends qu'elle fasse aussi de la politique, mais la présidente de la région, la responsabilité des transports dans la région Île-de-France lui incombe. Oui. Et donc il y a déjà un règlement qui prévoit déjà qu'on doit avoir
la tête nue sur les photos. Donc il faut que Madame Pécresse réussisse à se faire respecter et à faire respecter ses décisions. C'est pas à Gérald Darmanin de se substituer à la présidence de la région sur ce sujet. Après, on verra si c'est un sujet national qui émerge et si l'ensemble des présidents de région prennent la même position. Mais moi, je demande que chacun prenne ses compétences et toutes ses compétences. Bah écoutez, je pense qu'elle vous écoute peut-être et qu'elle a bien entendu. Il y a encore une grande question qui se pose actuellement et qui fait terriblement débat dans l'Hexagone, c'est l'affaire de l'école. L'école obligatoire, oui. Désormais à 3 ans, on pourra plus garder un môme à la maison au-delà de 3 ans. Il faudra qu'il aille à l'école. Il y a des tas de gens qui disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On peut très bien garder un enfant jusqu'à 4, 5 ans et lui faire l'école nous-mêmes. Pourquoi vous tenez absolument à ce qu'ils aillent à l'école à 3 ans? Vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, tout l'enjeu, et d'ailleurs ce sur quoi il a été élu, ce qu'il a expliqué, c'est la lutte contre les assignations à résidence et contre les inégalités de destin. Oui. Et c'est une inégalité de destin terrible selon que vous ayez la chance d'aller à l'école ou pas. Quand vous allez à l'école, vous apprenez des choses, vous êtes confronté à l'autre, à l'altérité. Vous apprenez justement que filles et garçons, on se mélange, qu'on fait la discussion qu'on avait précédemment, oui. Qu'on rencontre des gens qui n'ont pas la même famille, pas les mêmes habitudes que nous. Vous forge votre conscience de futurs citoyens. Et l'école, la philosophe Catherine Kinsler dit que c'est un espace de respiration républicaine. Parce que justement, vous n'êtes plus assigné à identité, à résidence avec votre famille. C'est ça qu'apporte l'école et c'est donc pour protéger les enfants et leur permettre d'avoir cette chance qu'on veut les envoyer à l'école. Mais dites donc, là, sur ce point, je vous garantis qu'il y a débat. Mais en tout cas, vous avez été assez convaincante. Marlène Schiappa, qui publie chez Grasset, Entre toutes les femmes, 11 rencontres exceptionnelles. On n'a pas parlé beaucoup du livre, mais en tout cas, on peut le lire avec intérêt parce que ce sont des femmes tout à fait remarquables. Marlène Schiappa, ministre déléguée, chargée de la citoyenneté. Et merci à vous d'être venu en studio ce matin sur Radio Classique. Je vous souhaite un très bon week-end. Il est 8h25. Pour aller jusqu'à 8h30, notamment Laurent Saïm et la note américaine et cette incroyable campagne électorale américaine. Juste après ceci.